nom de toute l'équipe, bienvenue à l'Astrolabe et au Monde Mégantic. Ça nous fait bien plaisir de vous accueillir ce soir pour vous faire voir des étoiles, peu importe l'état du ciel au-dessus de nos têtes, n'est-ce pas? Alors, je vais tout de suite vous présenter notre conférencier spécial pour ce soir. Monsieur Robert Lamontagne est astrophysicien à l'Université de Montréal et directeur exécutif de l'Observatoire du Monde Mégantic ici au sommet de la montagne. Il est astronome-ingénieur depuis plus de 20 ans et à ce titre, il est donc responsable de toute l'infrastructure scientifique de l'Observatoire ici au sommet de la montagne, qui, soit dit en passant, est le plus grand observatoire de tout l'Est de l'Amérique et le plus performant au Canada. Au début de sa carrière, ses travaux ont porté principalement sur l'étude des propriétés d'étoiles très massives, qu'on appelle les étoiles Wolf-Rayet, et aussi un autre type d'étoiles qu'on appelle les naines blanches. Au cours des plus récentes années, il s'intéresse surtout à la nouvelle science de l'astrobiologie, dont l'objectif est de comprendre l'origine et l'évolution de la vie dans l'univers. Et ses études les plus récentes portent sur la caractérisation de ce qu'on appelle les planètes extrasolaires, et il vise à déterminer si elles sont susceptibles d'abriter la vie, rien de moins. Alors, sans plus tarder, je vous présente Robert Lamontagne. Toujours ça, je pense. Non, c'est parce que j'ai mon T-shirt de l'année mondiale de l'astronomie. Et pour ceux de ma génération, vous reconnaîtrez Perdu dans l'espace. Si vous avez besoin d'aide, je peux vous aider. Si vous insistez assez, il va peut-être faire une numéro de danse, mais... Non, voilà. Est-ce qu'on a l'image? Ça sent bien. Donc, ah oui, bon, on a l'image. Envoyez, je match. Qui va avec. Un bref mot d'introduction avant de parler de planètes extrasolaires et de vie extraterrestre. Comme vous l'avez vu dans la petite vidéo d'introduction, c'est l'année mondiale de l'astronomie. On célèbre 400 ans d'observation télescopique. Donc, Galilée, en fin 1609, a pour la première fois observé le ciel avec une lunette et a surtout fait de très jolis dessins et diffusé ses découvertes. C'est ce qui fait que souligne cet événement et que l'astronomie a fait pour la première fois des progrès immenses. L'astronomie était quand même une très très vieille science, plusieurs milliers d'années d'existence. L'année mondiale de l'astronomie, c'est pas un truc d'astronome, c'est un truc pour tout le monde. En fait, les astronomes n'ont pas véritablement besoin d'un prétexte pour faire de l'astronomie. On aime ça, on tripe là-dedans, mais on aimerait bien partager davantage ce que l'on fait avec le grand public, et donc c'est le prétexte de l'année mondiale de l'astronomie. Et donc l'année mondiale est surtout orientée vers la diffusion des connaissances astronomiques et de ce qui nous allume le plus auprès d'un plus large public. Alors, vous ne le savez pas, mais au cours des prochaines minutes, vous allez vivre ce que nous appelons un moment galiléen. L'année mondiale de l'astronomie est mondiale. Il y a plus de 140 pays qui participent à ça, et un des objectifs du Comité national canadien, c'est de faire vivre au plus grand nombre de Canadiens possible ce que l'on va appeler un moment galiléen. Ça peut être regardé dans un télescope, si on croise les doigts, peut-être ce soir ça va se réaliser, assister à un spectacle lié à l'astronomie, ça peut être un spectacle de musique, une pièce de théâtre qui touche à l'astronomie, ça peut être assister à la conférence d'un type comme moi en avant d'une scène. Donc, vous allez vivre un moment galiléen. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a présentement plus de 400 000 Canadiens qui ont, à ce jour, vécu un moment galiléen, dont 200 000 Québécois, plus de 200 000 Québécois. En tout le Canada, on en a plus que la moitié. Yes! L'objectif, c'est 1 million de Canadiens. De toute évidence, on va probablement le dépasser.
L'objectif au Québec était de 250 000. C'est clair qu'on va le dépasser. Alors, bravo pour nous. En voilà pour l'année mondiale de l'astronomie. Et allons-y tout de suite avec la conférence de ce soir. La conférence de ce soir, le titre de la conférence, c'est Terre 2.0. L'idée, c'est que l'on recherche de la vie dans l'univers. Une des questions à laquelle on veut répondre, c'est sommes-nous seuls dans l'univers? Et la réponse passe en partie par l'astronomie. Il y a une science maintenant qui s'appelle l'astrobiologie, comme son nom le dit, marie l'astronomie et la biologie, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une science très polyvalente, multidisciplinaire. Ça implique des chercheurs en astronomie, en biologie, en biochimie, en chimie, en géologie, en sociologie, en philosophie, en théologie. Nommez-les, à peu près tout le monde qui fait de la science peut probablement prétendre faire de l'astrobiologie à sa façon. Chacun l'aborde avec son bout de la lorgnette. Moi, je vais vous le présenter de la façon astronomique. Et donc, un des objectifs de l'astrobiologie, c'est d'étudier l'origine et l'évolution de la vie dans l'univers, mais aussi de répondre à la question, y a-t-il de la vie ailleurs dans l'univers? Je vais faire quelque chose de terriblement anti-pédagogique pour l'instant. On ne connaît pas la réponse, on n'a pas trouvé de vie ailleurs que sur la Terre. Okay? On sait qu'il y en a, mais au moins à une place seulement. Mais donc, l'idée, c'est de chercher ailleurs dans l'univers. Et pour chercher de la vie ailleurs dans l'univers, on va s'inspirer de ce que nous connaissons le mieux, la vie sur la Terre. Et donc, c'est extrêmement restrictif, ça va sembler extrêmement restrictif, mais l'idée, c'est de chercher des environnements qui ressemblent le plus possible à la Terre. On sait que la recette qui a mené au développement de la vie sur notre planète, elle a fonctionné. On ne sait pas très bien pourquoi elle a fonctionné. Il y a de bonnes hypothèses, mais il y a des éléments qui nous échappent encore. Mais on sait que parmi les ingrédients qui ont permis à la recette de fonctionner, il y a la planète Terre. Sa grosseur, sa masse, sa distance par rapport au Soleil. Alors on va donc s'inspirer de ce que nous connaissons de la Terre et essayer de trouver, dans un premier temps, d'autres planètes qui ressemblent à la Terre, et dans un deuxième temps, essayer de démontrer ou de trouver comment pourrait-on découvrir la vie sur ces planètes. Or, évidemment, l'objectif, ce n'est pas de trouver une copie de la Terre, mais d'en trouver plusieurs. On espère qu'il y en a plus qu'une. Donc, d'où le titre Terre au pluriel 2.0. Là, j'ai triché un peu sur le titre. En partons avec notre planète. Vous avez ici la Terre, telle qu'on peut l'apercevoir de l'espace, à peu près au niveau de l'orbite de la Lune, ou à peu près, quand vous êtes rendu quand vous voyagez en direction de la Lune. Cette image est extrêmement spectaculaire. C'est une des toutes premières images qui a développé les mouvements écologiques. Fin des années 60, début des années 70, on a cette première vision de la Terre comme un objet astronomique. Et donc, l'idée, c'est de protéger cette planète. Que savons-nous de la Terre? Ben, il y a de la vie, n'est-ce pas? Vous avez qu'à vous retourner, toute évidence. Il y a des choses vivantes dans la pièce ici. Vous sortez à l'extérieur, des trucs vivants. Alors, il y a de la vie partout sur notre planète. Il y a de la vie à la surface, évidemment, beaucoup, sous forme végétale, sous forme animale, très gros animaux. Il y a de la vie dans les océans. On voit des animaux marins, on voit des poissons. Il y a de la vie dans le fond des océans. L'image en bas à gauche vous présente ce que l'on appelle des cheminées hydrothermales, ou si vous préférez, des fumeurs noirs. L'image est que vous voyez ici, ça a été photographié à environ 4000 mètres de profondeur. Il n'y a pas de lumière du soleil ici dans cet endroit-là. Ne soyez pas déjoués par la brillance de l'image. C'est le sous-marin qui avait son propre éclairage et qui permettait de voir. Et vous pouvez voir là, ces cheminées qui sont littéralement connectées avec le magma terrestre, qui dégage de grandes quantités de produits chimiques, de grandes quantités d'énergie thermique et chimique. Et autour de ça, il y a une flore très abondante, une faune très abondante. Alors, il y a donc de la vie, même à très grande profondeur de la surface de la Terre, en l'absence de soleil. Il y a de la vie sous forme macroscopique, des plantes, des gros animaux, vous, moi. Il y a de la vie microscopique aussi. En fait, elle est la plus abondante. Il y a des microbes partout. Dans votre estomac, à l'arrière du réfrigérateur, en dessous de la chaise où vous êtes assis. Alors, il y en a partout. Okay? On a appris à vivre avec. Il y en a dans l'atmosphère, il y en a dans le sol, dans les océans. Il y a de la vie microscopique partout. Il y a évidemment une forme de vie très particulière sur notre planète. Nous occupons une bonne partie de la surface.